Voilà, le temps est venu pour nous maintenant, mesdames et messieurs, d'aborder la dernière virgule de cette émission. C'est la thématique et nous avons le grand honneur, le grand plaisir de recevoir pour vous dans quelques instants seulement une personnalité incontournable du système judiciaire qui fait à peine son entrée dans ce studio. Nous allons discuter avec M. Adou Richard, procureur de la République. Le thème tout aussi évocateur, victime d'infraction. Quel recours? Je rappelle que vous avez le droit, mesdames et messieurs, de poser des questions en direct, des questions non censurées. Nous les poserons comme elles sont afin que notre invité, on n'a pas l'habitude d'avoir sur des plateaux de télévision, puisse nous donner toutes les informations. Allez, on se fait donc un jingle, le reportage subséquent donc à cette rencontre et on arrive sur ce plateau. Cet homme est un enseignant qui réside à l'intérieur du pays. De passage à Abidjan, il a été récemment victime d'une agression. Voulant garder l'anonymat et avec beaucoup d'émotion, il revit la scène. J'ai été victime d'une agression. Le mercredi, je suis passé. Je fais quitter en voyage, je viens de campement. Il y a 5 personnes très jeunes qui m'ont entouré et qui m'ont dépouillé de mon portable et aussi de mes biens matériels que j'avais sur moi. Et ensuite, ils m'ont donné 4 coups de couteau sur mes fesses, sur ma fesse gauche et encore sur mon bras droit. Ils m'ont coupé. Et voilà ce de quoi je suis été victime. Notre enseignant est aujourd'hui très amer et parlant de porter plainte, il n'y pense même pas. Bon, je vais porter plainte envers qui? Dieu merci, il y a eu la chance qu'on m'a évacué au sud de Yopougon. Et Dieu merci, je suis sain et sauf. Soro, lui, lors d'une sortie sur sa moto, a percuté un autre motocycliste. Ayant reconnu sa mauvaise conduite, il a trouvé la solution pour régler sans problème cet accident. J'ai eu à commettre une fois une infraction. J'étais à moto et j'ai percuté un autre gars qui était à moto aussi. Et comme j'étais en erreur, j'ai préféré qu'on règle cela à l'amiable. Donc entre nous, on s'est vu de côté et puis on a réglé à l'amiable et c'est passé. Tous ces comportements sont des infractions qui sont sanctionnées par des peines. Mais rares sont les justiciables qui sont informés de cette prévision de la loi, puisque les victimes d'infractions ne se bousculent pas devant les juridictions pour porter plainte, et pourtant c'est leur droit. La victime d'une infraction a la possibilité de porter plainte pour dénoncer les faits dont elle a été victime, en vue d'aboutir à la condamnation de l'auteur de cette infraction, d'une part, et d'autre part, obtenir la réparation du préjudice dont il a souffert comme étant la conséquence de cette infraction. Plusieurs possibilités s'offrent à la victime. La première des possibilités, elle se rend dans une unité d'enquête, soit dans les commissariats de police, soit à la gendarmerie. Elle va expliquer les faits dont elle a été victime. Les unités de police travaillent en relation avec le parquet. La deuxième possibilité, c'est de porter plainte directement devant le parquet. L'infraction, que ce soit une contravention, un délit ou un crime, est un acte grave sanctionné par le code pénal. Mais toutes les infractions ne se manifestent pas de la même manière. Leur classification permet ainsi d'appréhender leur diversité. Voilà. Le débat, comme vous pouvez vous rendre compte, a commencé ici sur le plateau avec notre invité. Beaucoup de choses ont été dites dans cet élément explicatif. Beaucoup de préoccupations ont été exprimées. Rassurez-vous, elles trouveront toutes réponses sur ce plateau. Et on vous rappelle que si vous en avez également des questions, des témoignages, pourquoi pas, des doléances, des suggestions, en tout cas tout ce qui concerne cet appareil judiciaire et le recours donc des victimes en cas d'infraction, nos différents réseaux sociaux, surtout la page Facebook où vous êtes nombreux à poser des questions est toujours disponible. On les posera pour vous au procureur de la République. On salue. Bonjour, monsieur Adou. Bonjour, madame. Première question, c'est avant de poser toutes les questions et d'avoir toutes les réponses. Beaucoup de personnes ignorent ce que c'est qu'un procureur de la République. C'est vrai que c'est un terme familier. On entend parler de vous au journal télévisé, dans les journaux, mais beaucoup de personnes ignorent votre rôle. Je voudrais vous remercier, madame. Avant que de répondre à votre question, je voudrais, comme le thème de ce jour, c'est pour parler des victimes,
parler des victimes d'abord. Victimes d'abord des mutineries récentes, victimes également des événements de Manchester de la nuit d'hier à aujourd'hui. Toutes ces victimes, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Aux morts, je m'incline sur leur mémoire. Et aux blessés, je voudrais leur souhaiter un prompt rétablissement. La mission du procureur de la République, comme la mission de tous les magistrats, c'est d'abord l'application de la loi. Le procureur de la République a pour rôle de poursuivre les criminels, ceux qui portent atteinte, n'est-ce pas, au droit, ceux qui commettent des infractions. Je donne l'exemple, quelqu'un qui s'en va voler, le rôle du procureur, c'est avec les éléments de police et de gendarmerie, de rechercher cette personne, de rassembler les éléments, de l'appréhender et de conduire la personne devant les juridictions. Et une fois devant les juridictions, le procureur de la République s'en va requérir l'application de la loi. Et quand la peine est prononcée, le procureur de la République s'assure que la personne va être détenue jusqu'à la fin de sa peine. Voilà un peu, de façon ramassée, le rôle du procureur de la République. Donc on peut dire sans embâche, sans risque de se tromper, que le procureur de la République est en quelque sorte l'avocat de la société, ou bien l'avocat d'une partie de la société. Et l'avocat de toute la société, l'avocat surtout de la loi. Et il est celui qui traque jusque dans le dernier retranchement ceux qui portent atteinte à l'ordre public, à la paix publique, à la paix sociale. Vous savez, chacun est dans son rôle. Les enfants vont à l'école, les parents vont au travail, et ça, on est dans une situation idéale. Mais il y a des individus qui, devant toutes ces positions idéales-là, décident de commettre des actes qui sont contraires à la loi et qui sont réprimés par le code pénal. C'est en ce moment-là que le procureur prend tout son sens et il est dans tout son rôle de les traquer, de les poursuivre, de les faire emprisonner de façon à ce que la paix sociale, la tranquillité, l'ordre public reviennent. D'accord, on va prendre un cas pratique, on dira. Quelqu'un qui est victime, on va dire, de coups et blessures pendant un braquage, la personne s'en retrouve paralysée par exemple. Une plainte est déposée au commissariat. À quel moment vous intervenez? Dès lors qu'une infraction est commise, que le commissariat ou la brigade de gendarmerie a été touchée, les éléments de police de gendarmerie sont tenus sans délai d'informer le procureur de la République. Et c'est en ce moment-là que l'action publique est déclenchée, c'est-à-dire l'action qui permet de chercher et rechercher celui qui est l'auteur de l'infraction, de l'appréhender et de conduire cette personne, donc d'abord dans un premier temps à la brigade de gendarmerie pour faire ce qu'on appelle l'enquête préliminaire. Et donc il y a la notion de garde à vue. Si la personne a pu être appréhendée, on la garde à vue pendant 48 heures renouvelables. Et ensuite, la personne est conduite devant le procureur de la République. C'est ce qu'on appelle, la personne est déférée devant le procureur de la République. Et si les faits sont établis, la personne est placée sous mandat de dépôt par le procureur dans les cas les plus simples de flagrant délit. La personne sous mandat de dépôt va donc à la maison d'arrêt et elle est extraite quelques jours plus tard pour être jugée. Si les faits sont plus complexes, donc les faits criminels, donc où il y a mort d'homme, le procureur de la République est obligé d'ouvrir une information judiciaire, donc de confier le dossier à un juge d'instruction qu'il choisit. Et c'est à l'issue de toutes ces investigations-là que la personne, par la suite, lorsqu'il s'agit d'un crime, va être présentée devant la cour d'assises, bien sûr avec un deuxième degré de juridiction ou d'instruction qui se trouve cette fois-ci devant la cour d'appel qu'on appelle la chambre d'accusation. Mais ça, c'est pour les faits criminels, les faits les plus complexes. Justement, vous avez parlé tout à l'heure dans votre développement de garde à vue et de détention provisoire. Je ne sais pas si c'est inhérent seulement à nos pays en voie de développement, mais parfois les gardes à vue sont très élastiques, elles sont prolongées et on ne parle même pas des détentions provisoires. Votre avis là-dessus? Oui, en fait, en Côte d'Ivoire, il y a évidemment des cas exceptionnels comme en matière de drogue où la garde à vue est plus longue. En Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a une infraction commise, c'est 48 heures renouvelables une seule fois. Normalement? Non, mais une seule fois. D'accord. Et comme je vous ai dit, dès lors que l'infraction est commise, l'officier de police judiciaire, qu'il soit à la police ou à la gendarmerie, est tenu d'informer sans délai le procureur de la République. Et encore plus, lorsque une personne a été appréhendée, en ce moment-là, dès lors que la personne est gardée à vue, le procureur de la République exerce son contrôle. Parce que c'est lui qui vérifie si les 48 heures sont bien assurées. Pour le renouvellement, c'est le procureur de la République, ceux qui l'autorisent. Et à la fin des délais de garde à vue, la personne est conduite devant le procureur de la République. Pour revenir sur la détention provisoire, il y a des cas où les détentions provisoires n'ont même pas de durée, souvent 1 année, 2 années, je veux dire pas de durée prédéterminée. Et
je veux dire, la personne qui subissait cette détention provisoire est relâchée sans procès. Oui, en matière de détention préventive, vous savez, elle intervient lorsque le juge d'instruction est saisi. Il n'y a que le juge d'instruction qui place quelqu'un en détention préventive. Et ça, c'est pour les besoins de son instruction. Dès lors que le juge n'a plus besoin de détenir la personne, il peut permettre à la personne d'avoir une liberté provisoire. Évidemment, elle est provisoire parce que ce n'est pas tous les droits que la personne acquiert. Par exemple, pour voyager, il faut que la personne puisse informer le juge, qui peut s'opposer. Et par la suite, lorsque le juge estime que la mise en liberté de la personne n'est pas préjudiciable, ne peut pas porter atteinte ou à la bonne marche de son instruction, le juge d'instruction a la possibilité, parfois d'office, parfois sous caution, donc permettre à la personne qui veut sortir de payer un cautionnement qui est gardé jusqu'à la fin de l'instruction et permettre à cette personne de vaquer à ses occupations. Il est clair que si les intérêts de la victime, puisque c'est d'elle que nous parlons, sont en jeu et qu'on a peur que cette personne n'aille encore à tenter ou aggraver le sort de la victime, le juge d'instruction ne mettra cette personne en liberté que lorsque la procédure sera complètement terminée et que la personne sera présentée éventuellement devant le tribunal. Alors, un cas concret. Je vais, monsieur X va par exemple sur un voyage, la route est dégradée, ça dépend de l'état, la voirie, tout ça, et par rapport à ça, il fait un accident. Quelle peut être l'intervention, s'il porte plainte, quelle peut être l'intervention du procureur là-dedans? Parce que là, il est victime d'un fait qui ne dépend pas de lui. Le responsable, c'est l'État. La route a causé un accident qui lui cause des dommages, tant lui, au niveau corporel, au niveau de son bien. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Il faut distinguer, comme je vous ai dit, à la police judiciaire. Là, ce dont vous parlez, c'est la police administrative, parce que c'est l'État qui fait les routes, c'est l'État qui est chargé d'assurer leur bon entretien, leur bonne exécution. Évidemment, il y a des actions civiles que la personne peut introduire, il y a des actions administratives également. Mais le procureur, lui, c'est en matière d'infraction. Là, si l'État n'a pas entretenu la route, ça, c'est une responsabilité administrative qui est développée devant d'autres juridictions. Mais là, ce n'est pas l'apanage du procureur de la République. Mais c'est l'occasion également de dire que chaque personne qui conduit un véhicule doit le mener avec prudence. Et là aussi, si cette prudence n'est pas observée, qu'il y a des personnes qui sont dans le véhicule, qui se trouvent à avoir des dommages du fait de cet accident, évidemment, la personne qui conduit, parce que là, c'est le procureur qui intervient contre la personne qui conduit. Évidemment, comme je l'ai indiqué, la personne peut intenter des recours contre l'État du fait de la diversité de la route, mais les personnes qui sont à bord du véhicule également ont la possibilité, parce qu'il peut y avoir des décès. Ça devient un homicide involontaire parce que l'individu n'a pas respecté les règlements. Si une route où on doit rouler à 100 à l'heure, la personne se retrouve à 200 à l'heure, bon, même vous avez la plus belle route du monde, évidemment, le sinistre peut survenir. Donc voilà ce que je voulais vous dire relativement à ça. Bien souvent, on entend dire ou demander à des victimes de saisir le procureur de la République. Est-ce qu'un individu peut vous saisir directement ou il faut passer d'abord par une plainte au commissariat ou auprès de la gendarmerie qui ensuite transmet le dossier auprès de vos compétences? Ou est-ce qu'un individu peut n'importe quel citoyen peut saisir directement le procureur de la République. Dans quel cas? Dans n'importe quel cas où la personne est victime d'une infraction. D'accord. Vous saisissez le procureur de la République soit à travers un écrit, soit vous venez à ses bureaux et puis vous lui indiquez que vous avez subi telle infraction. Soit vous faites, comme je l'ai indiqué, une lettre, plainte, vous déposez dans les services du procureur de la République, lequel procureur de la République met un soit transmis, c'est-à-dire c'est un document qui permet de parler avec les officiers de police judiciaire. Et en ce moment-là, il vous dirige vers une unité de police judiciaire afin que votre cas soit étudié et que s'il y a des infractions, qu'on puisse les relever, au besoin appréhender les auteurs de ces infractions-là pour les conduire devant le procureur à nouveau. Sinon, la personne peut, tout individu, a la possibilité de saisir directement le procureur de la République. Monsieur Adou, quand on vous écoute, on sent que vous êtes l'avocat de la société, l'avocat du droit, et on sent vraiment que votre métier, votre situation est très, très délicate. Et est-ce que vous n'avez pas des fois des pressions
Est-ce que des fois, vous n'êtes pas menacé ou des fois, est-ce que des fois, on ne veut pas, par exemple, vous influencer? Parce que j'imagine que ce n'est pas évident, le nombre de dossiers, parfois la profondeur des dossiers, ce n'est pas évident. Comment ça se passe concrètement? Il faut dire qu'il n'y a pas de pression. Vous savez, les magistrats sont divisés en deux catégories. Il y a les juges, ceux qui doivent dire le droit, donc rendre des jugements. Ceux-là sont indépendants. Ils n'obéissent qu'à la loi, à leur conscience et aux faits. Et vous? Le procureur de la République, c'est le magistrat du ministère public, c'est le magistrat debout. Les juges sont assis, le procureur est debout. Le procureur de la République est soumis aux instructions de la hiérarchie. Ah oui, ça, il faut le savoir. La hiérarchie qui commence par le procureur général, le ministre de la Justice. Ça, c'est le rôle du procureur, en tant que magistrat debout, d'être aux instructions, aux ordres. Le magistrat qui n'est pas aux ordres, c'est le juge du siège, celui qui est assis, celui qui rend les jugements. Mais évidemment, même dans la hiérarchie, il y a quand même la loi. Parce qu'on ne peut pas demander au procureur de la République d'aller tuer, par exemple, même quand il est aux ordres. Donc c'est pour dire que même en étant cela, retenez que le procureur est également un magistrat. Voilà. Le procureur de la République, est-ce que finalement, pardon, j'ai complètement oublié la question que je m'apprêtais à poser, Marco, je vous pose la main. Voilà, il est aux ordres de... C'est-à-dire, on n'a pas bien... On nous signale là, voilà, que cette notion-là n'a pas été bien saisie par les téléspectateurs. Le procureur de la République est sous hiérarchie. C'est-à-dire que le ministre de la Justice est au-dessus du procureur de la République à qui il peut donner des instructions dans le cadre des dossiers. Oui, ça, c'est le rôle normal du procureur de la République. Et ça, c'est la loi qui le prévoit. Et quand ça a été mieux compris. Oui, quand c'est aux ordres, ça veut dire qu'à tout moment, donc vous êtes en train de nous dire qu'à tout moment, un coup de fil peut changer le destin d'un individu d'une certaine manière quand il est aux ordres. Ah, absolument, c'est les ordres. On peut vous appeler pour une décision? Oui, mais comme je vous l'ai dit, le procureur de la République requiert l'application de la loi. Celui qui rend les décisions, c'est le juge. Mais le procureur, c'est celui qui reçoit des instructions et les exécute. Par exemple, il y a des procédures qui durent, il y a des procédures par exemple qui durent, qui traînent en longueur. Est-ce que vous pouvez intervenir afin de les raccourcir et faire en sorte que le jugement sorte assez tôt pour le bien, pour le bonheur donc, des justiciables? C'est ce qu'il y a à faire d'ailleurs. C'est ce qu'il y a à faire. Parce que le rôle du procureur, comme je vous ai dit, c'est de poursuivre les infractions à la loi pénale. Dès lors qu'une infraction a été commise, il s'agit de rassembler les preuves, de réunir les pièces à conviction et de présenter la personne devant une juridiction. C'est le juge maintenant qui va prononcer la sanction. Et comme je vous ai dit, il y a des infractions qui sont complexes, auquel cas il y a beaucoup d'investigations à faire. Mais les infractions les plus simples, notamment les cas de vol simple, quelqu'un a arraché le téléphone portable de quelqu'un, quand la personne a été appréhendée, avant 15 jours, la personne est jugée, elle connaît déjà son sort. Et c'est ça le rôle du procureur. Mais évidemment, à côté des infractions simples, il y a parfois des infractions complexes, pour lesquelles il faut plusieurs investigations, parfois saisir un juge d'instruction. Et évidemment, ces infractions-là prennent un peu de temps. Mais le but, c'est vraiment de présenter les personnes dans un délai raisonnable devant les juridictions en vue de leur jugement. En tant que procureur de la République, vous êtes au courant de toutes les procédures pénales sur le territoire ivoirien? Vous êtes saisi de tout? Oui, en réalité, il y a une certaine confusion qui se fait dans l'esprit des Ivoiriens. Dans chaque tribunal, il y a un procureur de la République. Je me disais bien. Celui d'Abidjan, il est plus connu parce qu'Abidjan, d'abord, c'est la capitale. Et puis, il a des attributions particulières, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Quel que soit l'endroit de la Côte d'Ivoire où un acte de terrorisme est posé, il n'y a que le seul procureur d'Abidjan qui est compétent. Ça, c'était avant la loi de 2004. Mais par la suite, à la faveur des attentats de Grand Bassam, il y a eu un décret qui rend compétent la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, qui est dirigée également par le procureur de la République d'Abidjan. Donc, le procureur de la République d'Abidjan a cette spécificité de pouvoir connaître de certaines infractions qui sont posées sur le territoire des autres procureurs. Sinon, dans chaque tribunal, même dans chaque section de tribunal, il y a un procureur de la République, qu'on se soit au tribunal, où il y a un substitut résident qui fait également office de procureur de la République dans les sections.
D'accord. Alors, monsieur le procureur, une question de un de nos spécialistes en droit, Maître Koné-Kiobien. Parfois, on trouve que des personnes saisissent les commissariats de police ou des unités de gendarmerie pour des litiges relatifs au loyer ou des créances civiles ou commerciales, par exemple des prêts ou des ventes à crédit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui, vous savez que le commun des Ivoiriens n'a pas toute la science juridique. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait la part des choses. L'adage dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais c'est pas, même nous-mêmes qui sommes des spécialistes du droit, nous ne connaissons pas toute la quintessence. Il y a plusieurs thèses, il y a plusieurs articles. Mais le commun des mortels qui subit, par exemple, des affres de son locataire qui ne paye pas le loyer ou quelqu'un qui vient de lui emprunter de l'argent et qui n'arrive pas à rembourser, pour lui, en saisissant la police ou la gendarmerie, on doit pouvoir lui donner raison. Il appartient à nos officiers de police judiciaire de dire « ah non, non, non ». Ça, c'est une affaire civile. Donc, vous n'avez pas à traiter cela. Mais ça, c'est vraiment nos officiers de police judiciaire qui doivent être vigilants. Et c'est pour cela que, certaines fois, et très souvent d'ailleurs, le procureur de la République lui-même, ou par ses adjoints, ou par ses substituts, font des visites, des contrôles dans les unités de police et de gendarmerie pour voir effectivement si les personnes qui sont en garde à vue ou si des procédures qui sont ouvertes concernent des infractions à la loi pénale. Ça, c'est très important. Très bien. On vous rappelle que vous suivez Matin Bonheur. Merci Anassé. Vous suivez Matin Bonheur. Et aujourd'hui, nous recevons le procureur de la République de Côte d'Ivoire, M. Adou Richard, avec qui nous parlons donc des recours possibles pour les victimes d'infractions. Je vous rappelle également que la page Facebook est à votre disposition. Vous pouvez poser toutes vos questions. Il se fera un plaisir d'y répondre. Et que cette partie, donc dernière partie, la thématique, est rediffusée sur RTI 1 à partir de 14h30. Monsieur Adou, vous avez dit que le juge, le procureur de la République, s'assure également de l'application effective et entière des peines. On remarque bien évidemment, bien souvent en lisant la presse par exemple, quand on parle de braquage dans les faits divers, donc on retrouve des brigands qui ont été condamnés il y a peut-être 5 ans à une peine de prison de 10 ans. Et on le retrouve dehors en train de faire un autre braquage. Comment ça s'explique? Oui, vous savez que, comme je vous ai indiqué, lorsque la peine est prononcée, c'est le procureur de la République qui doit s'assurer de son exécution. Et l'exécution des peines se fait dans les maisons d'arrêt et de correction. À Abidjan, on appelle la MACA. Mais une fois que la peine est prononcée et qu'elle est devenue définitive, parce que quand ça a été prononcé en première instance, il y a la possibilité pour la personne qui n'est pas satisfaite de faire appel. La cour d'appel peut soit confirmer ou infirmer la décision du tribunal. Si la cour d'appel confirme, ça veut dire que la personne reste en détention. Mais la cour d'appel peut estimer que la peine ne devrait pas être prononcée. Dans ce cas-là, la cour d'appel peut sanctionner la décision du juge et la conséquence, c'est que la personne est dehors. Ou si la cour d'appel n'a pas confirmé, la personne peut faire un pouvoir en cassation. Et toutes ces mesures-là peuvent avoir pour effet d'annuler la peine, au cas où la décision est infirmée. Mais à côté de cela, vous savez que le président de la République a un pouvoir de grâce. C'est-à-dire que la personne a été reconnue coupable, jugée, condamnée. Et à l'occasion, par exemple, de l'indépendance, le président de la République, c'est son pouvoir régalien, il peut décider par un décret de dire qu'on gracie telle personne ou telles infractions, on gracie telle personne, pardon, parce que ça, c'est des personnes qui ont commis telles infractions. Ou on fait la réduction de peine. Alors, une personne qui a été condamnée à 5 ans, c'est réduit de moitié. Et quand c'est réduit de moitié, à la prochaine grâce, ça peut être complètement annulé par le fait de la grâce. Il y a également la possibilité d'amnistie. Là, c'est une loi d'amnistie qui intervient pour dire tel fait ne sont plus des infractions. Et si ces personnes sont en détention, évidemment, les personnes recouvrent la liberté. Donc, c'est vraiment ces événements qui font. Sinon, toutes les personnes qui sont condamnées et qui ont des peines d'emprisonnement fermes se retrouvent en détention et elles exécutent leur peine jusqu'au dernier jour. Okay. Les questions pleuvent sur le Facebook, le WhatsApp et surtout le Twitter. Bonjour, monsieur le procureur de la République. J'aimerais savoir, monsieur, ça c'est monsieur Berthet, comment porter plainte contre une autorité, par exemple quand c'est un corps habillé, une personne de l'armée. Et une autre question, qu'est-ce qu'un soit transmis? Ce document fait-il obligation absolue à l'officier de police judiciaire de garder des personnes à vue? Et puis, dernière question,
Monsieur le procureur, une personne innocente qui a été condamnée, si la loi reconnaît son innocence, quels sont les dédommagements pour ce dernier? Monsieur Marius Théan. Donc la première question, elle a parlé de soi transmis. Oui. Le soi transmis, comme je l'ai indiqué, lorsqu'une personne est victime d'une infraction, qu'elle ne s'adresse ni à la police ni à la gendarmerie, elle a la possibilité d'adresser une plainte directement au procureur. Lequel procureur de la République met un soi transmis, c'est-à-dire demande à une unité de police judiciaire de faire l'enquête. Cette unité de police judiciaire a l'obligation de faire l'enquête. Et si, au cours de l'enquête, on se rend compte que l'affaire est de nature civile, évidemment, on ne peut pas poursuivre une affaire de nature civile. Donc, la procédure revient au procureur qui classe sans suite. Mais lorsque ce sont des faits infractionnels, donc atteinte a été portée à la loi pénale, le procureur de la République demande, dans ce cas-là, qu'on puisse appréhender l'individu et que la personne soit déférée dans son parquet. Et c'est ainsi que la procédure continue, n'est-ce pas, par le jugement, dernier ressort, et puis éventuellement la prison si la personne est reconnue coupable. Monsieur vous avez une autre question. La question c'est, comment faire pour porter plainte contre une autorité, c'est un corps habillé, et puis par rapport au dédommagement? D'accord. Alors, contre une autorité, c'est toujours possible. De l'armée. De l'armée, c'est toujours possible. Selon que la personne ait agi dans le cadre de ses fonctions, ça c'est le commissaire du gouvernement. Je prends l'exemple d'un policier ou d'un gendarme qui est parti en mission et qui, avec la tenue, avec l'arme de dotation, commet une infraction, c'est le commissaire du gouvernement. Mais lorsque cette personne, autorité, soit-elle, se retrouve dans un cadre civil, donc hors de sa mission ou commet une infraction, c'est le procureur de la République. Donc à tout moment, on peut porter soit la plainte soit chez le commissaire du gouvernement, soit chez le procureur de la République, selon que ce soit dans l'exercice des fonctions ou non. Il y a un dédommagement pour terminer. Oui, les dédommagements pour quelqu'un qui a condamné, que la personne est innocente et a été condamnée. Si la loi reconnaît son innocence, quels sont les dédommagements pour ce dernier? À la différence de certains pays où c'est prévu de façon claire et nette, en Côte d'Ivoire, il faut démontrer qu'il y a eu une faute. Et ça, c'est l'État qui va éventuellement subir, n'est-ce pas, ces condamnations. Si la personne réussit à démontrer que les juges ou que c'est de façon malicieuse qu'elle a été condamnée. Mais si c'est du fait de l'administration normale de la justice, évidemment, les juridictions pourront apprécier la responsabilité de l'État. Une autre question, monsieur le procureur, un prisonnier qui a fini sa peine et qui est toujours détenu, peut-il porter plainte contre le procureur pour abus de détention? Et puis, une autre question, est-ce que vous pensez, de M. Daniel Amour-Cyrus, avez-vous, monsieur le procureur, l'impression que la société a confiance en vous? Sinon, pourquoi? Je voudrais commencer par votre dernière question. Je pense que le procureur de la République est un magistrat, comme je vous ai dit, qui est nommé par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice. Évidemment, tant que ces fonctions n'ont pas cessé, je suppose que c'est parce qu'il y a encore une certaine confiance. Mais évidemment, nommé, il peut être évidemment mis fin à ses fonctions. Tant que ce n'est pas encore fait, je suppose, à mon humble avis, que c'est parce qu'il y a une certaine confiance. Maintenant, une personne, vous avez parlé de... Oui, la première question qui demandait, un prisonnier qui a fini sa peine et qui est toujours détenu, peut-il porter plainte contre le procureur pour abus de détention? Absolument. Si toutefois, parce que lorsque la personne finit sa peine, normalement c'est l'administration pénitentiaire qui, même sans l'avis du procureur, permet à cette personne de partir. Parce que la personne est condamnée et il y a un registre. Si vous êtes condamné à 10 jours, à la fin du 10e jour, vous devez partir. Vous ne devez même pas faire une seconde de plus. Maintenant, si vous devez sortir et que le procureur de son propre chef vient vous dire ce qui serait complètement une hypothèse d'école, ah non, 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 cette personne ne reste pas, mais il y a d'autres responsabilités. Le responsable de l'administration pénitentiaire est obligé d'informer le ministère de la Justice parce qu'il n'y a aucune raison qui puisse permettre à un procureur de maintenir quelqu'un là-bas. Parce que pour que la personne aille en prison, soit retenue là-bas, il faut un mandat de dépôt. Ce mandat de dépôt-là a une durée. C'est celui qui est confirmé par le jugement. Comme je vous dis, nous sommes tous liés par des jugements. Évidemment, quand on n'est pas d'accord, on fait appel. Donc, on permet à la voie de recours de ces essais.
Mais une fois que le jugement est définitif et que la personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement, à l'issue de sa peine, ce n'est même pas le procureur qui demande que la personne sorte. Le procureur ne fait plus d'ordre de mise en liberté. À l'issue de sa peine, c'est le régisseur de l'administration pénitentiaire qui permet à cette personne de s'en aller. Si toutefois le régisseur lui-même ne le fait pas au cours d'un contrôle du procureur, il est sujet à sanction. Si le procureur de la République également demande de façon malveillante à ce que la personne soit maintenue, lui également, on peut porter plainte contre lui. Monsieur Adou, Oui. est-ce que la justice ivoirienne peut garantir aux justiciables qu'elle est en train de se départir de plus en plus de la corruption? Écoutez, la corruption, c'est un mal de société. Si on est d'accord que dans la société ivoirienne, il y a des corrompus, évidemment, il peut en exister. Il en existe également dans la magistrature. Je ne voudrais pas faire... mais il faut reconnaître que les magistrats sont des fonctionnaires comme tous les autres qui peuvent être sujets à corruption. Mais dans la corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. Le plus grand corrompu aura du mal à s'auto-corrompre. C'est généralement les justiciables qui viennent. Et très souvent, nous avons la possibilité également de les maintenir. Mais comme je vous dis, c'est un phénomène de société. Si je vous dis qu'aucun magistrat n'est corrompu, évidemment, il serait démagogue. Je ne veux pas me lancer dedans. Mais je sais aussi qu'il y a des magistrats qui font honnêtement leur travail. Et récemment, vous avez vu, je pourrais même vous le rappeler, le ministère de la Justice a installé un centre d'appel qui permet à tous les justiciables qui s'estiment victimes d'abus parce qu'un de leur adversaire est venu corrompre le magistrat ou a commis des actes qui sont contraires à la loi, d'informer à travers le numéro que je peux vous donner si vous le voulez, le 20 22 32 20. C'est le numéro du centre d'appel qui permet à tout citoyen de dénoncer des faits qui sont susceptibles, n'est-ce pas, d'être appelés les faits de corruption. Monsieur le procureur, merci du fond du cœur. Merci d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie.